Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux ce soir de vous souhaiter la bienvenue à cette formation qui a comme titre Communauté d'ingénieurs et d'ingénieurs pédagogiques avec sous-thème la motivation. Alors, vous savez que c'est la deuxième session des instituts en continu. Et puis, la session, elle est enregistrée. Elle sera mise sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Et puis, durant la formation, on va vous inviter à participer. Donc, utilisez votre micro, utilisez la boîte de clavardage et puis on essaiera de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions concernant les instituts, moi, je vais être ici aussi. Alors, vous pouvez poser des questions dans la boîte de clavardage. Alors, merci. Et puis, je cède tout de suite la parole à Martin Alexandre pour la formation de ce soir. Messieurs, c'est à vous. Bonjour et merci Louis pour l'introduction. Donc, ça nous fait plaisir à moi et Martin d'être ici pour le deuxième atelier sur la motivation. Le premier atelier qu'on avait donné en août portait sur l'évaluation. On avait parlé beaucoup de différents processus d'évaluation, mais surtout on avait effleuré le sujet un peu de évaluer sans décourager nos élèves. Donc, la suite logique de ça, c'est la motivation. Donc, qu'est-ce qui pourrait soutenir l'engagement, la motivation de nos élèves? Donc, Martin? Bien, avant de commencer, on aimerait ça faire une reconnaissance de territoire. Bien sûr, Alex et moi, on se trouve ici en Ontario, alors la reconnaissance de territoire est basée sur ça. Mais je vous invite justement à prendre justement un moment pour réfléchir par rapport à faire une reconnaissance de territoire de où est-ce que vous vous situez. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, merci Martin. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Martin et moi, on est deux passionnés en éducation. On a un troisième membre, Eric, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais on est un regroupement de passionnés en éducation. Puis, notre but, c'est vraiment de faire des ponts entre la recherche du monde de l'éducation et les pratiques en salle de classe. Donc, aujourd'hui, on va faire honneur à notre mission, puis on va vous donner, on va partir de la recherche, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'est écrit par rapport à la motivation, puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut rapporter ça dans notre salle de classe pour avoir un impact positif sur nos élèves. On a un balado, Les ingénieux pédagogiques, qui est disponible. Il y a un lien sur toutes les plateformes. On en reparlera peut-être à la fin de la présentation. Donc, moi, je suis Alexandre Audette. J'enseigne en 7e, 8e année le français et les études sociales. Donc, j'enseigne à des élèves de secondaire 1-2. Je suis un fervent de l'éducation, de l'innovation pédagogique, donc tout ce qui touche à la pédagogie. Je suis relativement actif sur Twitter, à Prof Odette. Vous pouvez me suivre et j'ai mon blog, le blog de Prof Odette, où j'écris parfois des textes, mes réflexions par rapport à la pédagogie. Et puis, le deuxième élément du trio des ingénieurs pédagogiques, donc c'est moi, Martin Parent, conseiller pédagogique ici à Ottawa. Et puis, c'est ça, Alex et moi, on s'est rencontrés, on enseignait dans la même école secondaire, Alex en 7-8 et moi en 9-12. Et puis, je pense que c'était dès ma première année en poste, justement, on a commencé à cliquer, puis là, je venais observer Alex, Alex venait m'observer, puis là, c'est là que ça l'a décliqué. Puis depuis ce temps-là, ça mijote jusqu'à temps qu'on a formé justement le groupe des ingénieurs pédagogiques.
Et puis, c'est ça. Moi aussi, actif sur Twitter. C'est là où est-ce que je trouve qu'il y a énormément de possibilités de développement professionnel. Alors, je vous encourage, si vous n'êtes pas déjà sur Twitter, c'est un bon endroit pour aller chercher des gens qui nous passionnent, qui innovent en éducation. Et puis, je vois la question, quel conseil? De mon côté, je suis au CECE, donc Conseil des écoles catholiques de l'Est, du Centre-Est. Et puis, Alex est au CPO. Oui, Conseil public de l'Est de l'Ontario. C'est ça. Donc, avant de débuter, on aimerait partager notre mission, la mission des ingénieurs. Et puis, dans le fond, nous autres, on espère créer une communauté d'apprenants professionnels qui visent la maîtrise de leur pratique en profitant de l'expertise du groupe et de la recherche. Et puis, il y a certains mots qu'on aimerait mettre en évidence ici dans cette mission-là. Et le premier, c'est des professionnels qui visent la maîtrise. Donc, souvent, on a tendance à penser que des pratiques pédagogiques qui proviennent de la recherche, elles peuvent se mettre en... Tu sais, on peut les mettre en action dans notre salle de classe du jour au lendemain, soit qu'on l'a ou on ne l'a pas, puis ça finit là. Puis quand on ne l'a pas du premier coup, ça peut générer certaines frustrations. Puis dans le fond, c'est pas exactement vrai. En fait, la plupart du temps, lorsqu'on veut mettre en place une pratique pédagogique dans notre salle de classe, ça prend des erreurs systématiques, ça prend un tâtonnement. On essaye certaines choses, puis dans le fond, on doit le faire fonctionner des pratiques qui devraient fonctionner dans notre contexte à nous autres. Puis c'est là l'art d'enseigner. Alors, c'est ce qu'on souhaite créer avec vous. C'est une communauté de personnes qui essayent des choses, qui se jasent, qui utilisent l'expertise dans la salle, dans vos contextes, pour justement apprendre les uns des autres, tout en se basant sur ce qui devrait fonctionner, aussi connu comme la recherche en éducation. Alors, on aimerait ça commencer avec une petite activité brise-glace. Pour ceux qui étaient présents lors du premier atelier, on a changé la carte. Ce n'est plus juste une carte de l'Ontario. On a élargi notre carte. Puis on aimerait ça ajouter un élément justement à notre première activité. Donc, on a un Jamboard à vous partager, que je vous partage dans la boîte de clavardage. Et puis, on vous invite à déplacer un des triangles ici et de le placer où vous vous situez. Et puis, je rajoute une deuxième composante à cette activité brise-glace à cause, en ce moment, il est 18h42 un mercredi soir. Alors, je vous invite à indiquer juste dans une boîte de texte, vous arrivez à cette présentation-ci, à cet atelier-ci, avec quelles émotions? En choisir une. Avec quelle émotion vous arrivez à cet atelier-ci? On vous donne quelques instants pour faire ça.
Alors, super. Je vois qu'on a les triangles se sont déplacés par eux autres mêmes. Donc, on voit qu'on se trouve plutôt dans le. Je pense qu'on a une personne dans le sud de l'Ontario, plusieurs personnes dans la région d'Ottawa que je peux voir, puis peut-être une personne dans le coin de Montréal, si je ne me trompe pas. On voit certaines émotions intriguées, curieuses. Moi, je rajouterais de mon côté, j'arrive avec certaine excitation. J'aime beaucoup ça, faire ces ateliers-ci, surtout avec Alex. Alors, Oui. merci beaucoup. Et sur ça, on peut commencer avec notre menu. Oui, donc, au menu ce soir, on va commencer avec les mythes et croyances face à la motivation. Donc, quelles sont les choses qu'on entend dans nos écoles à tort et à travers? On va essayer de faire le ménage là-dedans. Qu'est-ce qui est un peu prouvé par la recherche, puis qu'est-ce que peut-être on pourrait laisser de côté, manque de preuves. Ensuite, quelles sont les pratiques pédagogiques éprouvées par la recherche? Donc, on va vous présenter différentes choses et finalement, préparer la mise en œuvre de ces pratiques. Parce que c'est bien beau de parler de pratiques pédagogiques éprouvées par la recherche, mais après ça, demain matin, on rentre à l'école, on a 25 enfants fantastiques devant nous autres. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va préparer la mise en œuvre de tout ça. Donc, les résultats d'apprentissage, à la fin de cette session, je serai en mesure de comprendre que la motivation a de multiples facteurs, de trouver les moyens les plus efficaces pour développer la motivation des élèves. Donc, mettons la table avec les mythes et croyances en évaluation, en motivation, excusez. Donc, Martin, dis-nous comment ça va fonctionner. Oui, fait qu'on aimerait ça commencer avec une petite activité. C'était la même justement qu'on a vécue en évaluation. Alors, si vous avez le lien dans la boîte de clavardage, Je viens de le euh, mettre. parfait. Donc, vous devrez voir un tableau apparaître et puis on vous invite à mettre des mythes. Donc, dans vos milieux respectifs, vous avez sûrement entendu certaines choses se faire dire par soit vos collègues ou peut-être même d'autres personnes qui ne sont pas en éducation. Mais quels sont les mythes ou les fades que vous entendez en lien avec l'évaluation? On vous invite à choisir une boîte La et de motivation. l'inscrire. Oui, la motivation. C'est toi qui m'as lancé sur l'évaluation. Sur la motivation. On vous a mis un exemple aussi. Si je promets une récompense à mes élèves, ils seront motivés. Alors, ça, c'est un mythe pour ceux qui l'ont déjà essayé. Alors, on vous donne quelques instants pour inscrire un mythe en lien avec la motivation.
peut-être dernier quelques secondes pour terminer notre phrase. On voit déjà des choses qui apparaissent en lien avec les mathématiques. Donc, comment parler de motivation sans parler de mathématiques, c'est comme impossible. Alors, j'aimerais ajouter une deuxième étape à cette activité-ci. Donc, il y a peut-être une citation, un énoncé qui vous parle beaucoup, qui vient, vous, qui vient vous chercher alors, ou que vous aimez. Donc, peut-être inscrire un petit bonhomme sourire à côté de l'énoncé qui vous chatouille un petit peu plus. Donc, deux petits bonhommes sourires à côté de le premier énoncé. Il n'était pas motivé l'an dernier. Alors, oublie ça pour cette année. Donc, combien de fois qu'on a entendu ça se faire dire? Moi, j'avais des enseignants qui venaient voir mes listes de classe pour me dire justement, certains élèves, ah, celui-là, oublie ça, tu sais, il n'est pas intéressé par l'école. Un énoncé assez général qui prend pas en compte le contexte, peut-être différents élèves dans la classe, différentes matières, possiblement différentes années, différents tout, dans le fond. Donc, l'idée que la motivation est peut-être statique, ne change pas, qui est faux. On a aussi l'énoncé, certaines matières, certains domaines, etc., ne sont pas motivants pour les enfants. C'est plate pour tout le monde. Donc, l'idée ici que la motivation est pareille pour tout le monde, donc qui n'est pas le cas non plus, qui est aussi un mythe. Et puis, cet élève, rien ne l'intéresse. Donc, ça, c'est un constat que, là, moi, j'ai été mettre mon bonhomme sourire là, mais ça, c'est une idée sur laquelle on va revenir, mais l'idée qu'on n'a pas de motivation, un élève n'est pas motivé pour rien, alors qu'il ne se peut pas, dans le fond. Donc, l'élève est toujours motivé pour faire quelque chose. Il s'agit juste de trouver qu'est-ce qui le motive et pourquoi ça le motive et peut-être d'appliquer ces petites leçons-là vers notre cours. Peut-être qu'il n'est juste pas motivé vers notre cours ou vers l'école. Et puis là, cette idée-là que les filles sont motivées par tout ce qui est littératie et les gars qui sont motivés par tout ce qui est numératie, c'est faux. Puis en fait, j'avais une élève qui était venue me voir dans un cours de sciences un moment donné, puis elle me disait, Monsieur, tu fais ta maîtrise en neurosciences, n'est-ce pas? Puis alors, c'est-tu vrai que les filles ont un cerveau différent, on est moins capable de faire des mathématiques? Puis en fait, c'est faux. C'est faux, mais ces messages-là sont transmis même jusqu'à nos élèves. Alors, c'est des mythes assez puissants. Alors, merci beaucoup pour ce partage-là. Ça part bien, je pense, de la présentation. On part de nos mythes pour aller vers, ben, qu'est-ce que la recherche nous indique par rapport à ça? Alors, on part d'une définition. Dans le fond, il y en a plusieurs qui circulent sur la motivation. Qu'est-ce que ça veut dire, la motivation? Ça tourne tout autour de cette définition-ci. Être motivé signifie être poussé à faire quelque chose. Donc, on parle de volition à accomplir quelque chose. Donc, on pourrait se poser la question, ben, est-ce que ça existe un élève sans motivation? Puis la réponse, c'est non. Ça n'existe pas un élève qui n'est pas motivé. Il est peut-être juste pas motivé dans notre cours, mais il est peut-être motivé à faire autre chose. Dans le fond, souvent, ces élèves-là qui dérangent notre cours avec certains comportements sont peut-être même plus
motivé à déranger que à écouter ou à participer dans notre cours, à s'engager dans notre cours. Alors ça peut nous dire certaines choses par rapport à la motivation de l'élève. Donc, peut-être qu'on se sent mieux en dérangeant qu'en écoutant le cours. Alors ça peut nous apporter certaines informations aussi pour nous autres. Il y a Faiza qui demande dans le chat, est-ce que le document va être partagé avec nous? Oui, on va le partager. Je l'ai N'est-ce pas, partagé tout Martin? de suite. Oui, Ah, hey, nous autres, on c'est connaissait le parfait. service à la clientèle. Oui. Puis, moi, j'ajouterais, tu sais, est-ce que ça existe un élève sans motivation? Tu sais, des fois, il y a des élèves qui ont de l'air amorphes, ils font rien, ils arrivent en classe, ils n'ont pas de crayon, ils ont oublié leur feuille, puis on dirait que euh, tout ce qu'ils font, c'est juste respirer de l'oxygène, puis c'est tout, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a des fois aussi, il faut s'attarder au non-dit. En disant rien, en faisant rien, il nous dit beaucoup. Puis, comme tu disais, Martin, c'est de trouver, ben, c'est quoi qui le motive? Il est motivé par quoi? Qu'est-ce qui l'allume? Donc, à trouver ça, on s'est basé beaucoup sur les recherches de Ryan et Dacey qui ont publié plusieurs recherches sur la théorie de l'autodétermination. Cette théorie-là repose sur 3 bases essentielles. Donc, la première, c'est le sentiment d'autonomie ou de contrôle. Donc, il faut que l'élève sente qu'il y a un certain contrôle sur ce qu'il peut faire en classe ou il y a une certaine autonomie. Donc, c'est là qu'on va reconnaître un peu les choix. Est-ce que j'ai le choix de faire ce que je veux faire ou de le faire à ma manière ou est-ce que c'est one size fits all pour tout le monde, puis tu suis la recette, puis tu fais la recette? C'est pas super motivant à suivre des recettes en salle de classe. Le deuxième, le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Est-ce que c'est rattaché à ma vie? Est-ce que je peux faire un lien avec ma vie? Pourquoi est-ce que je devrais m'en préoccuper de ce que tu me demandes de faire? Et finalement, le troisième, c'est le sentiment de compétence. Est-ce que je suis capable de faire ce que tu me demandes de faire? Donc, la motivation, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'individu. Moi, je peux sortir d'une trappe au plafond et puis commencer à danser sur les pupitres. Je ne peux pas motiver quelqu'un. Je peux le mettre dans les conditions pour qu'il soit motivé, mais quelqu'un ne peut pas motiver une autre personne. Okay? On peut juste les mettre dans les bonnes conditions pour essayer de l'amener à faire augmenter sa motivation. Puis on va voir que la motivation, c'est pas une dualité. Okay? On n'est pas motivé ou pas motivé. C'est plus complexe que ça. Comme Martin va nous parler dans quelques instants. Donc, justement, souvent, on a la pensée que la motivation est une dichotomie, soit qu'on est motivé ou qu'on n'est pas motivé. Mais dans le fond, lorsqu'on explore un peu plus la motivation, on voit que ça se trouve sur un continuum. Donc, vous voyez le continuum à l'écran. Donc, sur un bout, on a la démotivation qui n'existe pas vraiment. On n'a pas vraiment une absence totale de motivation, mais c'est un bout du continuum. On peut s'approcher de ce bout-là. Puis sur l'autre bout aussi, on a la motivation intrinsèque. Puis lorsqu'on parle de motivation intrinsèque, on parle d'une volition à accomplir quelque chose, tout simplement pour se sentir bien, pour un sentiment de plaisir ou un sentiment de réussite personnelle. Donc, ça, c'est la motivation intrinsèque. Donc, on vise ça avec nos élèves. On veut pousser nos élèves ou modifier l'environnement, comme Alex l'a mentionné, pour justement faire en sorte que l'élève veut accomplir les tâches tout simplement à cause qu'il prend plaisir là-dedans puis un sentiment d'accomplissement personnel. Mais lorsqu'on parle de motivation, on doit parler aussi d'engagement. Donc, quelle est la manifestation de cette motivation-là? Ça ressemble à quoi? Donc, on peut imaginer que sur le côté gauche du continuum vers la démotivation, des élèves qui sont très peu motivés, mais qui sont quand même un peu motivés, vont se présenter en salle de classe, vont peut-être suivre les règlements de notre salle de classe, mais ils ne vont pas être engagés de manière
peut-être cognitives dans notre cours. Ils ne vont pas poser beaucoup de questions. Ils ne vont pas jaser grand monde à l'intérieur de la salle de classe. Ils ne vont pas jaser leurs collègues. Ils ne vont pas jaser l'enseignant. Mais ils font le strict minimum pour ne pas attirer de l'attention. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'engagement comportemental. Et en fait, dans mon expérience à moi, c'est les élèves avec lesquels c'est les élèves qui ont tendance à glisser entre les cracks à cause que justement, on ne dérange pas nécessairement le cours, on s'engage au niveau comportemental, mais au niveau affectif, cognitif, on ne s'engage pas nécessairement. Donc, souvent, nous autres, en tant qu'enseignants, ben, on a nos élèves qui nous posent plusieurs questions, qui sont extrêmement engagés. On a des élèves qui dérangent aussi peut-être le cours alors qu'ils vont venir tirer notre attention. Fait qu'un élève qui ne se trouve pas dans ces deux catégories-là va peut-être glisser entre les cracks, mais ça veut tout simplement dire que cet élève-là est en train d'obéir. Mais est-ce qu'il s'engage vraiment? Est-ce qu'il est vraiment motivé dans notre cours? Si on bouge un petit peu plus loin sur le continuum de la motivation, on a des élèves qui se retrouvent dans ce que l'enseignant est en train d'amener en salle de classe. Donc, on a des repères communs, ce que j'appelle des repères communs. Donc, on peut se retrouver dans peut-être l'information que l'enseignant est en train de partager ou peut-être la façon qu'on est en train de l'amener. On a des repères communs en tant qu'élève. On a des élèves qui commencent à collaborer entre eux et puis peut-être collaborer avec l'enseignant, en train de discuter. Donc, ont une présence sociale à l'intérieur de notre salle de classe. Ils démontrent peut-être de l'enthousiasme, commencent à sentir comme si on leur fait confiance. Ils nous font confiance. Et de ce sentiment de confiance-là, se développe un sentiment de compétence à l'intérieur de la salle de classe. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on parle d'engagement affectif. Mais ça, ces deux types d'engagement-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est engagé cognitivement. Ça, c'est un petit peu plus loin au niveau de la motivation. C'est à ce moment-là nos élèves commencent à démontrer un peu plus de curiosité. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à développer un sentiment d'auto-efficacité un petit peu plus élevé. On commence à croire qu'on est capable d'accomplir de grandes choses dans le cours. Et c'est à ce moment-là qu'on parle réellement d'engagement cognitif. Donc, on chemine à travers ce continuum-là. Et comment cheminer à travers ce continuum-là? Bien, c'est en comblant les trois besoins qu'Alex a mentionnés tantôt, le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence, puis le sentiment d'appartenance. C'est en comblant, en faisant des actions concrètes pour combler ces sentiments-là, ces besoins psychologiques-là, qu'on va faire cheminer l'élève sur ce continuum-là. Et on a nos manifestations de ceci par l'engagement de l'élève. Puis il y a un mot qui ne se retrouve pas encore sur le continuum que j'ajoute maintenant, et c'est le petit mot flow, qui est comme le summum de la motivation intrinsèque. J'avais un de mes profs, justement, à la maîtrise, qui appelait ça, tu sais, comme une licorne dans le ciel. On souhaite l'attraper, mais on n'y est jamais, vraiment. Mais le flow, c'est quelque chose qu'on ressent lorsqu'on part. C'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on part-track du temps, lorsqu'on est extrêmement passionné de l'activité qu'on est en train d'entreprendre. On se sent très compétent dans cette activité-là. On sent comme si l'activité nous parle. Donc, on a ce sentiment d'appartenance-là. Puis, on sent comme si on est capable d'accomplir cette activité-là seul. Fait qu'on est autonome dans tout ça. Fait qu'il y a souvent plusieurs musiciens, plusieurs artistes qui se disent dans une zone de flow à certains moments. Je pense qu'en tant que pédagogue, on entre aussi dans cette zone de flow-là. Moi, je me rappelle de certains moments, je ne m'attendais pas à avoir la cloche qui sonnait. Ça me semblait comme si ça faisait comme 5-10 minutes que j'enseignais, mais vraiment, ça faisait peut-être comme 25-30 minutes que j'enseignais, puis la cloche était là. Puis, oh my God, je ne m'y attendais pas. Donc, on vient de voir le continuum de la motivation. Maintenant, on va parler un peu de un des mythes qu'on a abordé tout à l'heure, qui est les récompenses. On associe souvent
les récompenses avec la motivation. Il y a plein de systèmes d'émulation dans nos écoles avec des applications qu'on nommera pas, mais qui existent. Ben, le problème avec les récompenses, c'est qu'il y a plusieurs choses à éviter. Ben, premièrement, les récompenses peuvent éteindre la motivation intrinsèque parce qu'une récompense, c'est extrinsèque, ça vient de l'extérieur. Donc, vraiment, on est en train de tuer la motivation intrinsèque lorsqu'on promet une récompense. Ça peut aussi faire diminuer la performance, réduire la créativité, parce que si je te dis, OK, si tu fais-moi un dessin, ben ça se peut que tu es tellement focus sur faire ton dessin que tu ne vas pas laisser aller ta créativité parce que tu veux juste faire ton dessin pour avoir ta récompense. Ça peut aussi écarter les bons comportements. Ça a beaucoup d'effets pervers, les récompenses, quand c'est mal utilisé. Ça encourage la tricherie et les autres comportements non éthiques. Par exemple, un élève va vouloir prendre des raccourcis pour arriver à la récompense plus vite. Ça peut devenir addictif parce que quand on donne une récompense, on s'attend toujours à avoir quelque chose. Puis à un moment donné, bien, si on ne l'a plus, bien, on ne veut plus faire le comportement qui était demandé. Donc, c'est vraiment des solutions à court terme. Et les récompenses, faut vraiment éviter les situations qu'on appelle if-then. Donc, si tu fais X, je te donne Y. Il y a certains moments où est-ce que les récompenses sont appropriées, mais c'est des moments très, très spéciaux. Il faut que ce soit vraiment des tâches qui ne demandent aucune créativité, qui ne demandent pas de réfléchir vraiment, qui sont répétitives. Et si on pense qu'une récompense va faire augmenter les performances, bien là, on peut le faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vous demande de mettre des papiers dans des enveloppes, OK, je n'ai pas besoin de penser, je mets mes papiers dans des enveloppes, puis je te dis, bien, si tu peux en faire 50 à l'heure, bien, je vais te donner un bonus. Si tu en fais 60, je te veux un autre bonus. Fait que là, tu peux te dépêcher. OK. Donc, dans des cas comme ça, oui, les récompenses sont appropriées, mais dans nos salles de classe, c'est bien rare qu'on a des tâches comme ça. Donc, c'est des solutions à court terme. Il y a une perte d'autonomie, puis une perte du comportement encouragé. Je lisais dans le livre, justement, de Daniel Pink. Tout ça est venu d'une étude qui a été faite dans une école, d'une classe de maternelle, où est-ce que les chercheurs ont observé les enfants qui, pendant le jeu libre, il y avait des enfants qui aimaient dessiner. Et là, les chercheurs ont décidé de prendre ces enfants-là qui aimaient dessiner pendant le temps libre, puis ils ont divisé en 3 groupes. Premier groupe, ils leur ont dit, « Hey, si tu continues à faire des dessins, je vais te donner un beau certificat avec une belle étoile dessus à la fin de la journée. » Puis ils ont envoyé. L'autre groupe, le deuxième groupe, ils ont dit, « Continue à faire des dessins », puis ils n'ont rien promis. Mais à la fin de la journée, ces élèves-là ont reçu un certificat surprise. Et le troisième groupe, ils n'ont juste rien dit. Puis à la fin de la journée, ils n'ont rien reçu, aucune récompense. Donc, ils ont fait cette expérience-là. 2 semaines plus tard, ils sont retournés voir les enfants en salle de classe pendant le jeu libre et devinez quels étaient les enfants qui ne dessinaient plus. C'était les enfants qui s'étaient fait promettre un certificat. Donc, c'est des enfants qui aimaient faire quelque chose. On leur a donné une récompense pour quelque chose qu'ils faisaient déjà. Donc, le comportement était arrêté à cause qu'il n'y avait plus la récompense. Et pour ce qui est des enfants qui recevaient un certificat surprise ou aucun certificat, bien, eux, ils avaient beaucoup plus tendance à continuer de faire ce qu'ils faisaient déjà, c'est-à-dire ils aimaient dessiner. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets pervers avec les récompenses. C'est à utiliser avec beaucoup de doigté dans nos salles de classe. Oui, dans le fond, on est en train de jouer avec le sentiment d'autonomie de l'élève. Puis on est en train comme tu l'as dit, les élèves sont en train d'accomplir une tâche pour une motivation extrinsèque, quelque chose de l'extérieur. Donc, c'est plus maintenant juste pour nous autres. Là, on a une question dans le clavardage. Donc, zone de flow, est-ce que c'est égal à la zone proximale de développement? Pas exactement. Lorsqu'on parle de la zone proximale de développement, on parle vraiment au niveau des connaissances. Est-ce que l'élève est dans une zone qu'on appelle accessible? Donc, est-ce que l'information qu'on présente à l'élève est accessible pour qu'il puisse tisser des liens avec ses connaissances antérieures? C'est ce qu'on appelle
la zone proximale de développement. Mais lorsqu'on est en train de parler d'une zone de flow, c'est lorsqu'on est dans notre ZPD, on est dans notre zone proximale de développement, mais donc on se sent peut-être compétent là-dedans. On aime beaucoup la tâche, donc on est peut-être passionné de cette tâche-là et on se sent autonome dans cette tâche-là, donc on est capable de l'accomplir seul. Donc ça va au-delà de cette zone proximale de développement-là, mais c'est peut-être un élément à l'intérieur de ça. C'est pour ça que souvent les athlètes nous disent ils rentrent dans leur zone proximale de développement, sont en train de peut-être sont peut-être en train de se pratiquer avec leur lancer au hockey. Et puis, donc, ils sont tout le temps en train de se mettre des petits buts à accomplir dans leur pratique. Ils sont passionnés de ce jeu-là, ils se sentent compétents et ils sont en contrôle de leur progrès ici. Fait que c'est comme ça que tu rentres dans ta zone de flow où est-ce que tu perds track du temps et puis que tu es vraiment en train de faire quelque chose purement pour toi-même dans cette situation-là. Donc, pour ce qui est de l'autre question, est-ce que l'étude a été menée auprès d'une population d'élèves n'ayant pas de besoins particuliers? Je ne pourrais pas dire, ça ne disait pas dans ce que j'ai lu quelle était la population étudiée. J'imagine que c'est une population d'une classe régulière avec l'éventail d'élèves qu'on peut y retrouver. Et une chose qu'on doit se souvenir aussi, c'est que la motivation, elle est, tu sais, on peut imaginer que c'est différents éléments pour différentes personnes, mais c'est vraiment ces trois besoins-là psychologiques qu'on doit combler pour motiver les élèves. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là. Ça devrait s'appliquer à tous nos élèves. Évidemment, ils sont à différents endroits sur ce continuum-là. Leur sentiment de compétence est peut-être pas autant là. Ils ont peut-être besoin de plus d'échafaudage au niveau de l'autonomie, mais c'est quand même les trois grands besoins qu'on doit combler. On a une citation justement ici qui vient un peu reprendre les idées qu'on vient de vous partager. Alors, je vous donne quelques instants pour faire la lecture de cette citation-ci. Donc ici, un des messages qu'on aimerait vous partager, c'est justement de se concentrer sur le processus. Puis on va voir que c'est une idée qui revient souvent. Mais lorsqu'on est en train de mettre des récompenses et des conséquences à nos élèves, évidemment, ça peut être bon pour un comportement à court terme. Puis on encourage cette utilisation-là si c'est ça l'intention. Mais si c'est pour provoquer justement un plaisir dans l'apprentissage puis dans l'amélioration continue, ce n'est pas nécessairement ce sur quoi on veut miser. Puis, juste, Martin, juste pour finir là-dessus, c'est que c'est là qu'on fait la différence vraiment entre la motivation, l'engagement, puis l'obéissance. Des fois, on confond de l'engagement puis de l'obéissance, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, quand ça vient de l'élève, quand c'est intrinsèque, c'est vraiment un engagement réel. Quand il fait juste être là puis faire ce que tu lui demandes, bien ça, c'est plus de l'obéissance. Puis je pense que dans nos écoles, on est rendu ailleurs. On vise beaucoup plus que l'obéissance en 2022. Là. Donc, les trois besoins fondamentaux dans la tête des élèves. Donc, on les a vus tout à l'heure avec ma petite pyramide, mon triangle. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est on se soucie de nos élèves. Est-ce qu'on se soucie d'eux? Puis dans sa tête, l'élève se demande, est-ce que je suis important pour toi? Donc, pour que tu embarques avec le prof, bien, il faut que tu sois important à ses yeux, à lui. Donc, l'élève se pose toujours cette question-là inconsciemment. Est-ce que je suis important pour toi, le prof, en avant? Là? Okay? Tu veux me faire ça, là, mais... Ensuite, les élèves peuvent construire du sens de ce que l'on présente et ont-ils des repères? On reconnaît leurs émotions et leurs sentiments. Et l'élève se dit dans sa tête, ce que tu m'enseignes, est-ce que ça a un lien avec ma vie? Okay? Est-ce que ça me dit quelque chose, ça? Parce que si tu me... Ça ne veut pas dire qu'il faudrait toujours enseigner avec TikTok puis Instagram, mais il faut quand même essayer de relier ça à leur vécu. Puis pour
être capable de le faire, bien, il faut connaître nos élèves. Il faudrait être capable de connaître des faits sur la vie de nos élèves qui n'ont pas rapport à l'école. Et ça, c'est la meilleure manière de les impliquer pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance dans notre salle de classe. Ensuite, passe à sentiment de compétence. Sont-ils en mesure de faire ce qu'on leur demande de faire? Donc, l'élève, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, lui? Il se dit, est-ce que je suis capable de le faire? OK? Tu viens de m'expliquer quelque chose en géo, là. Est-ce que je suis capable de faire ça? Puis, on a trop d'élèves, malheureusement, qu'ils ont comme le sentiment que, oh, le prof vient d'expliquer quelque chose. Ah, non, sûrement que je ne vais pas être capable de. Ils se disent ça dans leur tête, puis des fois, c'est d'essayer de faire en sorte que l'élève change son discours intérieur, OK, pour justement avoir une mentalité de croissance un peu plus. Ensuite, donc, sont-ils en mesure de faire ce qu'on leur demande? La deuxième chose, est-ce qu'ils le croient? Donc, souvent, les élèves sont capables, mais ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Ont-ils les habiletés nécessaires? OK? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire collaborer, être organisé, gérer son temps ou gérer son stress? Donc, des fois, on leur demande de faire des choses. OK, installez-vous en équipe, travaillez en équipe. OK, mais est-ce qu'on leur a montré c'est quoi travailler en équipe? Est-ce qu'on leur a montré c'est quoi s'organiser? OK, ton problème, toi, c'est que tu n'es pas organisé. OK, mais ça veut dire quoi? On commence par quoi? Donc, il y a des fois qu'on prend des choses pour acquis, puis que les élèves ne sont pas toujours capables de le faire. Donc, l'élève, OK, peut se dire dans sa tête, je sais quelle stratégie et ressources utiliser pour réaliser la tâche. Donc, lorsque ça se fait, bien, l'élève se sent compétent, puis là, il peut partir, puis commencer son projet, commencer son travail, parce que c'est exactement où aller chercher ses ressources, quelle stratégie utiliser, que ce soit en maths ou dans d'autres matières. Donc, il est prêt à partir. Et finalement, le sentiment d'autonomie. Donc, nos instructions sont-elles claires afin qu'ils puissent accomplir le travail d'eux-mêmes? Donc, qu'est-ce que l'élève se dit dans sa tête? Il se dit, premièrement, c'est quoi mes choix? Puis ensuite, il se dit, ont-ils un mot à dire? Donc, ont-ils un mot à dire sur comment ils peuvent représenter leur connaissance? Puis ont-ils un mot à dire sur comment ils peuvent participer? Donc, est-ce que mon enseignant me permet d'être créative? OK? Donc, ici, le besoin de donner des choix. OK? Donner des choix, que ce soit dans le sujet, donner des choix dans la manière de représenter ce qu'on connaît. Donc, vraiment, là, on va être surpris. Quand on donne des choix à nos élèves, on est surpris des fois de qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir, mais c'est ça qui fait que l'élève embarque. Lorsqu'il y a un certain sentiment d'autonomie, lorsqu'on lui donne le choix de faire les choses un petit peu à sa manière. Donc, Martin, parle-nous de dissonance cognitive. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Fait on vous a présenté la théorie sur la motivation. Donc, ce qu'on aimerait faire ici, c'est justement faire une activité sur la dissonance cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire, la dissonance cognitive? Ça veut dire, est-ce que nos croyances, ce qu'on croit par rapport à la motivation de nos élèves, est-ce que ça, c'est reflété dans notre pratique en salle de classe? Une autre façon de le dire, est-ce que nos bottines suivent nos babines? Donc, ici, ça peut être une activité assez intéressante à faire nous-mêmes. Si jamais on est une équipe dans l'école puis on veut travailler certaines choses, ça peut être une chose vraiment intéressante à faire vivre à nos collègues aussi. À cause, ce que vous allez voir justement dans le lien qu'Alex vient de mettre dans la boîte de clavardage, c'est ce tableau-ci. Et dans le centre, on a mis en évidence 5 pratiques en lien avec la motivation des élèves, qui peut faire développer la motivation de nos élèves. Et à gauche, ici, on peut identifier notre sentiment de croyance, le degré d'importance de cette pratique-là à nos yeux. Par exemple, la première pratique, je donne des choix à mes élèves lorsqu'ils réalisent des travaux, des choix par rapport au format de présentation ou de contenu. Donc, on pourrait imaginer un enseignant qui dit, ben, cette pratique-là, je crois qu'elle est cruciale. Là, ensuite, on va à la droite
Puis on dit, ben, ça ressemble à quoi la mise en œuvre de cette pratique-là? Dans ta classe, à quelle fréquence peut-on observer cette pratique-là? Donc, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on la retrouve seulement parfois ou peut-être même rarement. Ah, on n'a pas accès aux documents. OK. Je vais changer l'accès tout de suite. Et voilà, vous devriez avoir accès maintenant. Donc, ce que ça met en évidence ici, c'est que si on a une différence entre notre croyance et notre pratique, ben, ça devrait provoquer une réflexion chez nous. Alors, je crois que cette pratique-là est cruciale. Cependant, dans ma salle de classe, je la vois que rarement ou que parfois. Alors, si on retrouve cette dissonance cognitive-là, ça veut dire que peut-être qu'on doit adapter notre croyance ou peut-être qu'on doit adapter notre pratique. C'est à nous de décider. Alors, on va vous donner quelques instants pour passer à travers ces pratiques-là et puis de réfléchir de votre côté. Fait que je pense qu'on a de la misère avec le lien. Fait que ce que je vais faire, Je vais mettre. Oups. Je vais mettre mon lien, puis vous pouvez vous faire une copie. Attends un peu. je l'ai, Alex. Ok, tu l'as? Ouais. Ok. Donc, si vous voulez jouer dedans, vous pouvez toujours vous créer une copie de ce document-ci. Donc, super. Merci, José. Donc, sentez-vous à l'aise de vous créer une copie du document et puis de vraiment surligner vos croyances et vos pratiques. Ça peut provoquer justement l'élaboration de buts. Ben, peut-être que j'ai besoin de changer certaines choses dans ma pratique pour justement que ça matche mon niveau de croyance par rapport à cette pratique-là. On vous donne quelques instants.
On est prêt à continuer? Je pense que oui. Fait que, ceci nous mène justement à notre deuxième étape avec les dissonances cognitives. Donc, on aimerait vous faire réfléchir par rapport aux 3 questions que vous voyez à l'écran. Donc, dans quelle mesure est-ce que vos pratiques et vos croyances diffèrent? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine différence entre vos croyances et vos pratiques? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette différence-là? Alors, pour ce faire, on aimerait ça commencer une discussion de groupe. Là, j'aimerais ça juste vérifier avec toi, Louis, si on peut faire 2 petites salles pour cette discussion-là. Est-ce possible? Sinon, on peut la faire en grand groupe aussi. Ouais. OK. Mais je pense qu'on peut la faire en grand groupe. Alors, prenez quelques instants pour y réfléchir et puis sentez-vous à l'aise de soit d'ouvrir le micro, de nous jaser de peut-être comment vous êtes senti, s'il y a des différences qui existent et puis pourquoi que ça existe ces différences-là. Allez-y, ça fait assez longtemps qu'on parle. On veut votre sentiment de connexion maintenant. Est-ce que je peux prendre la parole ou... Oui! Excuse-moi. Allez-y. Ben écoute, pour ma part, au niveau des croyances, quelle est l'importance de cette pratique à tes yeux? Je trouvais que toutes les pratiques étaient cruciales à mes yeux. Pour ce qui est de la mise en œuvre, par contre, puisque j'enseignais principalement dans les classes de première et deuxième année, la pratique, je donne des choix à mes élèves lorsqu'ils réalisent des travaux, choix de format, de présentation de contenu. Je trouvais que parfois on était restreint un petit peu, surtout avec les dernières années que la pandémie aussi, où on n'avait pas accès à des Chromebooks et tout. Donc, celle-là, comme j'y crois, mordicus, c'est juste que je trouve que c'est plus difficile chez les élèves de plus bas niveau, si on pourrait dire, là, parce qu'on dirait qu'on est plus restreint. Mais c'est peut-être juste parce que, tu sais, j'ai pas eu la chance de vraiment réfléchir à savoir comment d'autres que je pourrais l'amener en salle de classe. Puis pour la dernière pratique, les travaux faits par mes élèves dans mon cours leur permettent d'utiliser des connaissances acquises dans d'autres cours. Je ne sais pas si ça s'adressait plus aux enseignants du secondaire, mais je sais qu'à l'élémentaire, c'est certain que veut pas, lorsque c'est le même enseignant qui est en salle de classe avec les élèves toute la journée, c'est certain qu'on fait des liens interdisciplinaires et puis qu'on essaie de voir là, comment on peut faire l'enseignement, soit des HH, que ce soit pratique en mathématiques autant qu'en littératie. Donc, c'est les 2 pratiques là, que je trouvais. Pour le reste, les autres pratiques, en tout cas, je crois que je les mettais en œuvre quand même assez souvent en salle de classe. Donc, j'aurais du travail à faire au niveau de la première pratique de mon côté. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça doit être plus facile au primaire de faire des liens avec les autres cours. Moi, j'enseigne en 7 et 8, j'enseigne français puis études sociales. Puis le problème, c'est que les profs, on se parle pas assez. Tu sais, Absolument. moi, j'enseigne français, puis là, ils ont vu ça en anglais aussi. Ah, OK, ben je l'apprends des fois par mes élèves, tu sais. Fait que ça serait le fun. Il y a des fois qu'on réussit à se parler, puis on sait que, OK, tu as déjà vu le schéma narratif. OK, je vais commencer avec ça, avec mes élèves pour leur dire, ben ça va être comme en anglais. Euh, ouais. D'autres personnes? Ayez pas peur. Moi, de mon côté, Alex, quand j'ai fait l'activité, moi, c'était vraiment au niveau des... Est-ce que j'enseigne explicitement les habiletés puis les habitudes de travail, ce qu'on appelle en Ontario les HH. Euh, donc, est-ce que j'enseigne souvent, on va dire, puis probablement un petit peu plus au secondaire aussi. On va dire, ah ben, tu sais, les élèves savent comment s'organiser, là. Ils ont 14-15 ans, ils devraient savoir comment étudier, comment Devrait. s'organiser d'avance. Oui, ils devraient. Ils devraient savoir. Puis là, fait qu'on ne rentre pas dans l'enseignement explicite de ces HH-là, de ces habitudes-là. Et puis,
on manque une opportunité. Puis dans le fond, les élèves, ça revient au niveau de compétences qu'ils ressentent en accomplissant une certaine tâche. Donc, on a besoin peut-être d'étudier ou d'accomplir un projet, mais on n'est pas assez organisé. Donc, la barrière, c'est l'organisation ou l'autorégulation. On n'est pas capable de gérer notre stress ou gérer notre temps pour accomplir la tâche. Alors, ça revient au sentiment de compétence. On se sent peut-être pas assez compétent, puis ça n'a rien à voir avec la matière. Ici, on parle des aptitudes puis des habiletés de travail. Puis moi, je te dirais, là, ne jamais sous-estimer l'importance d'une troueuse dans une salle de classe. Un prof qui fait des photocopies à ses élèves, qui ne fait pas de trous dans ses photocopies, l'élève, il met ça dans son cartable, pêle-mêle, il perd ses feuilles. C'est bien difficile de s'organiser quand il n'y a pas de trous dans tes feuilles. C'est un petit détail, mais qui fait toute une différence. Parce qu'après ça, il y a un paquet de choses qui découlent de ça. L'élève n'a pas son matériel, on perd du temps. Donc ça, enseigner explicitement, moi aussi, là, c'est une chose que je trouve très importante, mais que je ne prends pas le temps de faire parce que dans nos écoles, c'est la job de tout le monde, donc c'est la job de personne de faire ça. Malheureusement, là, c'est un peu ça qui se passe, d'après moi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu le même sentiment que moi? Bien, c'est ce que j'allais dire, surtout que vous enseignez au secondaire, puis que la responsabilité des HH, c'est de tous les enseignants qui enseignent aux élèves. Et d'un, je ne sais pas comment vous faites pour les évaluer. Et de deux, ben, pour ma part, en première, deuxième année, on passe tellement de temps à enseigner les HH en début d'année scolaire, tu sais, les attentes qu'on s'attend des élèves, qu'est-ce qui va être exactement évalué, parce que, tu sais, le sens de l'organisation ne veut pas dire que c'est la même chose qu'un enseignant va travailler d'un à l'autre nécessairement s'il n'y a pas de continuum dans l'école ou si ce n'est pas bien spécifié, si on peut dire, là. On peut l'interpréter un peu différemment. Donc, chapeau à vous autres. Ça, c'est un bon point. L'interprétation de ces HH-là, puis l'évaluation, c'est une autre question, justement. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut passer à la prochaine section, qui est nos pratiques pédagogiques. Fait qu'on, jusqu'à date, on vous a présenté la théorie sur le sujet. On a réfléchi à nos propres pratiques et nos croyances en lien avec ces pratiques-là. Et c'est le moment, à ce moment-ci, de vous partager certaines pratiques pédagogiques qui favorisent la motivation, qui ont une base justement dans la recherche. Il y en a plusieurs qu'on aimerait vous présenter, mais à cause justement du temps, la contrainte de temps aujourd'hui, on aimerait ça vous partager, mettre de l'avant 3 pratiques. Ce sont les pratiques qui sont en gras ici. Et puis, si jamais vous voulez explorer davantage les autres pratiques, bien, on les a mis en lien dans nos ressources à la fin de la présentation. Fait que vous pouvez toujours aller explorer ces pratiques-là. Donc, on est à l'étape de faire des ponts entre la recherche et la pratique. Donc, la première pratique qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'enseigner la neuroplasticité. Donc, ça peut sembler un peu étonnant comme première pratique. On n'a pas nécessairement parlé du cerveau encore. En fait, un petit spoiler alert, le 3e atelier des instituts en continu, c'est sur la neuroéducation. Fait que c'est au mois de novembre. Fait que si jamais vous voulez venir, ça nous ferait plaisir de vous accueillir là. Mais ici, c'est notre première pratique à cause. Mais premièrement, c'est quoi la neuroplasticité? La neuroplasticité, c'est l'idée que notre cerveau peut changer. Donc, on a le petit mot neuro qui veut dire cerveau, et puis plastique qui fait référence à la malléabilité du cerveau. Donc, ici, lorsqu'on commence à comprendre que notre cerveau peut changer, ça veut dire que quand on apprend, notre cerveau change. Et quand les élèves comprennent cette idée-là et quand les adultes comprennent cette idée-là, ils commencent à avoir un sentiment d'autonomie qui commence à s'améliorer. Donc, on commence à croire que, justement, on est capable d'avoir une influence sur notre apprentissage. Et puis, avec ce sentiment d'autonomie-là, on a aussi un sentiment de compétence qui grandit. Tout ça, cette idée-là est venue d'une étude qui est quand même assez percutante, qui a eu
je pense qu'il a pris place en 2006. C'est l'étude des chauffeurs de taxi à Londres. Donc, cette étude-là, avant, c'était pas mal ancré dans notre culture, dans notre société, que je me souviens toujours de mes parents, tu sais, si tu bois trop de bière ou si tu prends trop, tu sais, tu vas perdre des neurones puis tu vas plus pouvoir les régénérer. Puis en fait, cette recherche-là en 2006 a prouvé un peu le contraire. En fait, on est capable de faire pousser des neurones dans notre cerveau. Et puis, ce qu'on a vu dans cette étude-là, c'est qu'on était voir justement les chauffeurs de taxi à Londres qui, dans le temps, n'avaient pas le droit d'utiliser un GPS. Donc, ils devaient apprendre la carte du centre-ville de Londres et puis ils devaient s'adapter avec le temps. Donc, si jamais il y avait un accident ou il y avait des travaux de route, ils devaient savoir avoir un plan A, plan B, plan C. Donc, on peut imaginer que la navigation dans l'espace était extrêmement importante pour leur emploi. Donc, les chercheurs, ce qu'ils voulaient voir, ils voulaient voir est-ce que ces chauffeurs de taxi-là, est-ce que leur hippocampe, la région du cerveau qui est liée à la navigation dans l'espace, est-ce qu'elle est plus développée? Puis en fait, la réponse à la grande surprise, c'était que oui. Les chauffeurs de taxi à Londres ont une plus grande hippocampe, plus de matière grise dans cette région-là que la population générale et même que des chauffeurs d'autobus qui utilisaient, eux, des GPS à cause qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser cette navigation spatiale-là. Alors, la prochaine question qu'on peut se poser avec ces constats-là, c'est que, est-ce que ces chauffeurs de taxi-là sont nés avec une plus grande hippocampe, puis là, sont devenus chauffeurs de taxi à cause de ça, à cause qu'ils pouvaient naviguer? Puis en fait, ce n'est pas le cas. On a été investigué un petit peu plus près, puis on a trouvé des marqueurs de neurogénèse, donc de création de nouvelles neurones dans ces endroits-là. Donc, ça a été quand même assez intéressant et ça partit le bal avec plein de recherches sur le sujet qui indiquent clairement que la neurogénèse, la création de nouvelles neurones, prend place et surtout lorsqu'on apprend quelque chose. Et ça, dans presque toutes les régions de notre cerveau. Donc, pourquoi que ça fonctionne? On l'a déjà mentionné. Ça vient améliorer le sentiment de compétence et d'autonomie. En d'autres mots, on croit qu'on peut avoir une influence sur notre apprentissage. Donc, on croit qu'on peut s'améliorer. Donc, comment est-ce qu'on met ça en salle de classe? Donc, on peut se dire, moi, je ne m'y connais pas, je ne suis pas neuroscientifique, je ne m'y connais pas sur le cerveau. Steve Masson, qui est un chercheur à l'Université de Montréal, qu'on connaît peut-être déjà, s'intéresse à la question, puis il fait des vidéos, si vous allez voir sur YouTube, il fait des petites vidéos de comme 2 minutes sur ça, et puis il présente ça à des élèves à tous les niveaux. J'ai même certains enseignants dans le conseil dans lequel je travaille qui ont développé des leçons pour justement la première, deuxième année pour présenter le cerveau et la malléabilité du cerveau. Donc, ça pourrait partir d'une une petite vidéo comme ça. Mais il y a même des recherches qui indiquent que juste une simple lecture par rapport à des personnages qui mettent en évidence un état d'esprit dynamique, un growth mindset, qui croient qu'ils peuvent s'améliorer, juste ça, c'est assez pour changer la perception des élèves. Des vidéos en lien avec ceci, donc les vidéos et les choix d'articles ou de livres qu'on choisit d'utiliser en salle de classe vont jouer un rôle dans l'état d'esprit de nos élèves. Donc, c'est quand même assez percutant comme information. Moi, ça vient me chercher, je trouve ça super intéressant. C'est la première pratique qu'on vous présente. La deuxième pratique qu'on vous présente aujourd'hui, c'est directement en lien avec cette première pratique-là, c'est de fournir des rétroactions qui favorisent l'état d'esprit dynamique. En gros, ça veut dire on veut éviter d'attribuer le succès au talent. On veut éviter d'attribuer le succès à quelque chose qui est inné et statique. Dans notre société d'aujourd'hui, le talent est, on va souvent dire, cette personne-là ou cet athlète-là ou ce musicien-là ou cette
cet artiste-là est très talentueux. Puis on laisse sous-entendre que ce talent-là est inné. Donc, on est né avec ce talent-là. Pas pour dire qu'on n'a pas de prédisposition. On a certainement certaines prédispositions. Mais cette personne-là a dû sûrement travailler très fort. Certainement travailler très fort. Dans notre rétroaction, on dit « Bravo, tu dois être un matheux. Tu as bien répondu à la question. » Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train d'envoyer un message subliminal que être bon en mathématiques, c'est inné. Tu es un matheux, tu es né comme ça, et puis c'est pour ça que tu vis du succès. Alors ça, c'est ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut faire, le contraire ici, comme Alex vient de le mentionner. Donc, on veut travailler, on veut attribuer le succès au processus. Donc, on veut mettre l'accent sur, premièrement, l'effort, mais pas seulement l'effort. À cause de ça, ça peut venir démotiver les élèves, à cause ils vont dire « Ah, je vais mettre plein d'efforts », mais si nos stratégies ne sont pas réfléchies aussi, bien, ça peut, on peut mettre de l'effort sur quelque chose qui a peu d'importance. Donc, ici, on veut vraiment mettre le focus sur le processus, l'effort et la stratégie. Donc, oui, vas-y, Alex. Martin. Oui, ben, l'équation que j'ai écrite là, c'est pas de moi, ça vient de Angela Duckworth, qui avait écrit le livre Grit et qui disait qu'on part tous avec un certain talent, puis quand on y met des efforts, on développe des habiletés. Puis ensuite, avec nos habiletés, on continue à y mettre des efforts, donc on utilise des stratégies, comme tu viens de dire, et c'est là qu'on en arrive à avoir des accomplissements. Et son point, c'était de dire que les efforts valent 2 fois plus que le talent. Donc, le talent est là juste une fois, puis les efforts sont là 2 fois. Donc, ça, c'est quelque chose à répéter à nos élèves, à faire confiance au processus, puis faire confiance aux efforts bien ciblés. Oui, puis Angela Duckworth, si vous la connaissez pas, comme elle est la chercheuse comme en grit, qu'on appelle en anglais, et puis elle a sorti beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Donc, justement, dans notre rétroaction, si on est capable de mettre en évidence justement ce qu'Alex vient de mentionner, bien, ça va fonctionner. Pourquoi? Bien, ça va augmenter le sentiment de compétence et le sentiment d'autonomie de nos élèves. Donc, on va se sentir meilleur dans ce qu'on essaie d'accomplir et on va se sentir comme si on peut exercer un contrôle ou une influence sur ce qu'on essaie de faire. Donc, hyper important ici. Donc, on revient à nos 3 éléments. Comment mettre ça en salle de classe? Donc, ici, c'est dit, c'est dans les dits, c'est ce qu'on dit, mais c'est dans les non-dits aussi. Donc, toute interaction avec nos élèves peuvent communiquer ceci, mais on vous donne quelques exemples. Donc, ici, on peut imaginer un enseignant qui parle à son élève. C'est correct, moi non plus, je n'ai jamais été bon en maths. On l'entend assez régulièrement, ça, surtout en mathématiques, mais on essaie ici, l'enseignant essaie de peut-être apaiser son élève. Oui, Alex, je pense que tu peux l'écrire dans le clavardage, Angela Duckworth. Donc ici, l'intention est bonne. On essaie d'apaiser notre élève. On essaie de lui dire, ben c'est correct. On ne peut pas toujours réussir, mais quel est le message subliminal qu'on est en train d'envoyer à nos élèves? Quand on dit quelque chose comme ça, ben dans le fond, on est en train de dire que la compétence en mathématiques, elle est statique, elle n'est pas dynamique. Donc, c'est quelque chose qui est inné. Donc, moi non plus, je n'ai jamais été bon en maths, j'ai jamais été bon en maths, puis ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Donc, peu importe le montant d'effort qu'on met dans ce domaine-là, on ne va jamais s'améliorer. Donc, au lieu de mettre l'accent sur le processus, on est en train de mettre l'accent sur le résultat et on a une vue très statique de l'intelligence ou la compétence. Fait que c'est très démotivant pour les élèves. Au contraire, ce qu'on peut dire aux élèves, c'est avec des efforts et de bonnes stratégies et de l'aide, tu ne peux pas faire autrement que de t'améliorer. Ça, ce message-là est en train de partager quelque chose de différent. On est en train de dire, ben, si tu mises sur le processus, tu peux exercer un contrôle sur ton environnement et tu peux développer davantage ton sentiment de compétence. Oui, vas-y, Alex.
Puis moi, je me suis servi beaucoup de ça avec mes élèves. Je leur disais, moi, je vais te donner des stratégies, je vais t'offrir de l'aide, mais les efforts, je peux rien faire pour toi. C'est toi. Fait que si tu mets les efforts, tu utilises mes stratégies, tu viens chercher de l'aide, tu demandes de l'aide, hey, des bonnes choses vont arriver pour toi. Mais il y a ce certain sentiment d'autonomie-là, justement. Tu as le contrôle sur une certaine chose. Tu as le sentiment de compétence que tu peux utiliser des stratégies. OK? Donc, c'est de faire comprendre ça à nos élèves. Puis, ce que tu viens de mentionner là, Alex, tu es en train de dire, premièrement, tu es en train de dire, ben, l'élève peut exercer un contrôle sur son environnement. Donc, tu es en train de développer, tu es en train d'ouvrir la porte à le développement de l'autonomie. Aussi, tu es en train de bâtir un lien de confiance avec l'élève, donc tu es en train de développer le sentiment d'appartenance. Donc, si tu dis à l'élève, moi, j'ai les stratégies que je peux te partager, mais tu dois démontrer un effort, là, lorsque l'élève va être rendu, il va démontrer un effort, ben, tu vas être là avec la stratégie. Puis là, il va dire, ah, ben, tu sais quoi, monsieur, il se soucie de moi. Je suis en train de tisser un lien d'appartenance avec l'élève. Non seulement est-ce qu'on a touché à l'autonomie et le sentiment de compétence, mais on touche au sentiment d'appartenance aussi, fait qu'on touche aux trois ici. Sur ça, je te cède la parole, Alex. Oui, donc on va aller rapidement parce que je vois le temps filer. La dernière chose que qu'on voulait vous partager, c'est le questionnaire de Roland Viau qui a publié en 2000 dans son article Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves. Et dans cet article-là, ben justement, il nous parle des conditions à respecter. Puis à la fin, il nous a partagé un questionnaire que peut-être ce serait vraiment intéressant de l'utiliser avec vos élèves à la fin d'une unité ou à la fin d'un projet que les élèves ont fait, leur partager ce questionnaire-là. Donc, par exemple, en général, trouves-tu, toujours, souvent, rarement, jamais, que les activités t'ont été suffisamment expliquées pour que tu saches comment t'y prendre? Donc, avoir des consignes claires, développer le sentiment de compétence ici. Et là, j'en saute quelques-unes. Quand les pratiques, est-ce que tu penses que, trouves-tu quand les pratiquants, tu as eu la possibilité de faire des choix? Donc, développer le sentiment d'autonomie. Donc, dans ton unité, est-ce que l'élève avait des consignes claires? Est-ce qu'il y avait un sentiment de compétence? Est-ce qu'il y avait un sentiment d'autonomie? Puis ensuite, si on en saute quelques-unes encore, est-ce que ça t'a exigé que tu te serves de connaissances acquises dans d'autres cours, que ce soit de l'histoire, de la philo, peu importe, qui a un caractère interdisciplinaire? Donc là, on va chercher le besoin de connexion de l'élève. Puis finalement, est-ce que les travaux que tu as faits dans le cadre de ces activités, est-ce que tu les as présentés à d'autres personnes que ton enseignant? Donc là, c'est avoir un caractère authentique pour, encore une fois, faire une connexion avec le monde extérieur. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant ce questionnaire-là à utiliser des fois quand vous faites un gros projet avec vos élèves pour avoir leur feedback, justement, leur rétroaction sur comment ils ont vécu ça. C'est maintenant le temps de réfléchir ensemble. Martin, est-ce que tu veux nous amener vers cette réflexion? Oui, c'est ça. Fait qu'on aimerait partir de nos dissonances cognitives, donc l'activité que vous avez déjà faite, puis on aimerait tomber dans la mise en œuvre de ces pratiques-là. Donc, on aimerait vous offrir quelques instants pour vous établir des buts en lien avec la motivation. Donc, on peut se présenter à un atelier, écouter, puis oublier toutes ces idées-là le lendemain. Mais ce qu'on aimerait vous offrir, c'est un temps de réflexion par rapport à votre pratique à vous autres. Donc, Alex, je pense que tu viens de le partager dans la boîte de clavardage, ce formulaire-là. Donc, on aimerait vous donner un petit 5, 6, 7 minutes pour compléter le formulaire. Vous allez vous faire envoyer une copie de vos réponses. Dans le fond, vous pouvez vous mettre un but. D'ici le mois de décembre, d'ici le mois de janvier, février, peu importe, je veux accomplir ça en lien avec la motivation. Puis c'est en mettant justement, en établissant des buts qu'on va pouvoir provoquer une réflexion professionnelle de notre part. Là, je vois Julie avec la main levée. Oui, vas-y, Julie. Oui, ben, je voulais juste dire, si je peux me permettre, moi, j'ai assisté à votre atelier du mois d'août, puis j'ai reçu un courriel, là, il y a
un mois peut-être, qui me rappelait ce que j'avais écrit. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que je l'avais justement pas fait. Puis ben là, je suis allée le faire. Fait que c'est le fun comme principe. OK, super. Ben, c'était ça notre intention, justement. À cause je me connais moi aussi. Moi, je le mettrais de côté. Mais quand on a un petit courriel, puis on planifie le faire aussi avec celui-là, puis juste vous rappeler vos buts. Comme ça revient dans notre. Ça On m'a fait une donné prise le de petit compte. coup de pied. Ouais. Super. Merci pour le commentaire, Julie. Marie-Pierre, une des choses qui peut t'aider, si jamais tu souhaites, puis tu peux t'inspirer de ces idées-là. Là, on parle de la motivation de l'élève, mais ces trois sentiments-là s'appliquent aux adultes aussi. Donc, je ne sais pas si tu as un rôle de leadership avec les adultes aussi, mais on a peut-être déjà vécu ça dans notre vie où est-ce que on avait une équipe ou un gérant ou quelque chose comme ça qui venait peut-être enlever une certaine autonomie. On appelle ça des micromanagers ou quelque chose comme ça. Donc, ça vient baisser notre motivation. Peut-être qui vient jouer notre environnement, qui vient jouer avec notre sentiment de compétence ou d'appartenance à quelque chose. Fait que je sais pas, tu peux peut-être t'établir des buts en lien avec la motivation de ton équipe, mais je sais pas c'est quoi ton rôle. Mais il y a certaines possibilités ici. Donc, encore un petit 30 secondes pour finir vos buts, vos objectifs.
Donc, Martin. Allume ton micro. Ça l'aiderait, hein? Ouais. Donc peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de rédiger en train de compléter le formulaire. Donc, vous pouvez toujours prendre quelques instants par la suite pour le compléter. Et ça va vous envoyer vos réponses automatiquement. Nous autres, ce qu'on aimerait amener, justement, en lien avec le commentaire de Faiza, par rapport aux barrières et aux obstacles. Et on aimerait bâtir avec vous, vous permettre de bâtir un plan de match contre les si et les oui mais. Et on s'explique. Donc, lorsqu'on parle de si et de oui mais, on parle de réponses d'enseignants qu'on entend souvent et qu'on dit, même nous, lorsqu'on s'établit des buts. Donc, par exemple, tu partages un but ou tu t'établis un but en lien avec la motivation. Par exemple, je veux offrir plus de choix à mes élèves. Puis là, on te demande, ben, pourquoi as-tu pas réussi ton but ou atteint ton but? C'est je l'aurais atteint si j'avais des élèves qui étaient un petit peu plus calmes, qui restaient un petit peu plus à leur place. J'aurais atteint mon but si j'avais les parents de mon côté lorsque j'étais en train de faire quelque chose. J'aurais atteint mon but si ma direction m'avait permis telle et telle chose. J'aurais atteint mon but si, ou encore les oui, mais. Oui, ça se peut, mais dans ma salle de classe, ça ne se passe pas comme ça. J'ai des élèves un petit peu différents. La motivation est difficile dans ma salle de classe. Donc, les si et les oui, mais sont des barrières qu'on retrouve dans notre salle de classe. Et puis, on s'inspire justement d'un livre qui s'appelle Quality Implementation, qui a été écrit par le chercheur Stephen Katz et Jenny Donohue, puis lui, il nous dit souvent « The ifs are the work ». Et puis, ce que ça veut dire, cette petite phrase-là, justement, c'est le travail, c'est les si. Donc, le contexte dans lequel on travaille, on nous présente tout ce qui devrait fonctionner, mais pour le faire fonctionner, il faut maîtriser notre contexte, notre environnement. Donc, toutes les particularités de notre contexte qui font en sorte que c'est plus difficile que cette pratique-là fonctionne en salle de classe, ben, c'est justement ça qu'on a besoin, sur ça qu'on a besoin de s'attarder pour faire fonctionner. Donc, en ce moment, ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'on vous a présenté ce qui devrait fonctionner. Donc, ces recherches-là proviennent de méta-analyses. Donc, dans la salle de classe, les chercheurs ont testé ça, ont démontré à maintes reprises que ça devrait fonctionner. Cependant, l'art d'enseigner nous dit que pour le faire fonctionner, on doit justement aller au-delà de toutes ces si, puis on doit le faire fonctionner avec ces si et ces oui mais-là en tête. Alors, c'est justement la conversation qu'on souhaite provoquer justement maintenant avec vous. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que, on va essayer d'en discuter finalement, de ressortir les si et les oui mais, puis essayer de trouver des pistes de solutions ensemble pour toutes ces si-là, pour que quand on retourne dans notre milieu demain ou la semaine prochaine, on peut commencer à mettre des choses en place, on peut commencer à en parler à notre équipe, aux personnes qui nous entourent pour dire « Hey, ça serait le fun de commencer à faire ça. » Donc, comment on va s'y prendre? On va jaser ensemble, puis ce serait le fun qu'on partage nos buts, nos objectifs. Ensuite, peut-être qu'on pourrait demander des questions de clarification par rapport à vos objectifs. Puis ensuite, ensemble, on va penser à des barrières possibles. OK? Oui, mais ou si, ou. Et ensuite, on va trouver des solutions ensemble. Donc, quand vous allez repartir, non seulement avec un objectif ou un but, mais un plan de match pour que ça arrive, pour que finalement, que vous ayez le champ libre sans qu'il y ait de barrière dans votre chemin. Donc, on commence. Qui veut commencer? Objectif.
Julie, quel est ton objectif? Moi, j'ai mis là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, je ne sais pas exactement comment vous l'aviez libellé, là, mais de donner des choix aux élèves là, quand ils font leur production. Je le fais déjà beaucoup en écriture. Donc, ils ont souvent le choix de me remettre un texte écrit, de faire un album, de faire un book creator. Ça c'est assez facile, je trouve. J'enseigne au primaire, fait que j'aimerais ça le faire en lecture et en maths aussi. Lecture, j'ai quelques idées, mais en maths, on dirait que je ne vois même pas comment je pourrais m'y prendre. Mais j'imagine qu'il pourrait avoir moyen que ce ne soit pas obligé que tout le monde fasse la même petite feuille pour savoir s'ils ont bien compris les fractions que j'enseignais. Fait que c'est là-dedans que j'aimerais ça m'enligner. Je fais déjà j'observe, je travaille beaucoup en manipulation, je vais observer, je suis capable de dire il a compris, il n'a pas compris, mais pour avoir des preuves plus formelles et officielles, là, sans que ce soit tout le temps l'évaluation. Fait que c'est là-dedans que j'aimerais travailler dans les prochaines semaines. On a José qui a levé la main. Vas-y, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour Julie? Non, j'avais juste levé la main pour parler de moi, là. Comme j'ai dû changer de place parce que mes écouteurs ne me permettent pas de parler. Alors, j'ai manqué une partie de ce qu'elle a dit. Alors, je peux pas me prononcer. OK, bien, on va revenir à toi dans quelques instants. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des pistes justement pour Julie, faire de la différenciation, donner des choix en mathématiques? Ben, pour moi, c'est peut-être plus une question de clarification. Tu sais, là, ça peut être difficile pour toi de voir les différentes options pour ces choix-là en mathématiques, mais quelles sont les activités, comme quand tu penses à tes élèves en maths dans ta salle de classe, c'est quoi c'est quoi qui occupe le plus de temps? Donc, c'est quoi les activités qui occupent le plus de temps dans ta salle de classe en mathématiques, Julie? Ben, c'est dur à dire. Ben, j'essaie que ce soit varié, mais c'est. Tu sais, je vais faire beaucoup de la manipulation. Après ça, ils vont aller travailler plus en sous-équipe, faire des cartes à tâches ou refaire la manipulation par eux autres mêmes. Après ça, on va aller. Mais c'est ça, j'aimerais ça que ce soit encore plus différencié. Tu sais, ben, en fait, c'est pas vraiment différencié, c'est varié. Mais tout le monde fait pas mal la même chose. Mais il y en a qui n'ont pas besoin de faire la petite manipulation. Tu sais, c'est plus là-dedans là, que. C'est ça. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Puis merci de te prêter au jeu, là. C'est le fun. Puis en tout cas, je pense que dans ma tête à moi, je vois le diagramme de Van de Waal. Je sais pas si vous. Je travaille Vous beaucoup connaissez. avec, oui. Oui, fait que moi, je vois ces différentes représentations-là. Donc, quand moi, je pense à mon cours de maths, j'essaie tout le temps de provoquer un transfert d'une représentation à l'autre. Donc, si c'est matériel de manipulation, pourrais-tu me le démontrer en symbolique? Pourrais-tu m'en parler? Pourrais-tu l'écrire dans tes propres mots? Puis ce transfert-là, justement, permet une différente représentation. Fait que ça donne un choix, dans le fond, mais éventuellement, on aimerait ça toucher à toutes les représentations, là. Il y C'est a. que ça peut pas. Ouais, excuse. Ah non, vas-y. Non, mais c'est que ça peut pas être des choix dans le même principe qu'en écriture où tu peux me faire une production finale avec un book creator ou en faisant un roman ou c'est ça, là. Il faut que je change mon mindset un petit peu. Il y a Marie-Pierre dans le chat qui propose avoir des problèmes ouverts. Donc, je ne sais pas si Marie-Pierre, tu veux peut-être ajouter là-dessus. Excuse-moi. Ben, ce que je veux dire par problème ouvert, c'est que souvent, on va partir d'un problème. J'essaie de trouver les mots ce soir, là, il est rendu tard. Mais tu sais, de pousser les élèves à aller encore plus loin en utilisant différents matériels concrets, en utilisant différentes stratégies. On compare les stratégies. Un élève qui a terminé le problème, comment on peut l'amener plus loin, ce problème-là?
Donc, dans le fond, c'est de déstabiliser un peu l'élève pour qu'il aille justement chercher des stratégies, du matériel concret. Souvent aussi, les problèmes peuvent venir de la part des élèves. Donc, on peut partir de tâches authentiques avec les élèves. Si on parle de mesures, il y a des élèves qui peuvent décider qu'ils mesurent le corridor de la salle de classe contrairement à d'autres. On peut comparer les deux mesures. J'essaie de t'aider. Je comprends ce que tu vis pour l'avoir vécu à l'élémentaire. Est-ce que tu fais du math thinking avec des illustrations, du calcul mental, partage, parle? J'essaie de voir, là. Oui. Ben, en fait, je pense que ce que je fais, c'est beaucoup varié. C'est juste que c'est tout le temps, tout le monde en même temps. Oui, non, je C'est ça que comprends. j'aimerais changer, mais que c'est ça. Puis si tu avais des stations que l'enfant choisit vers quelle station? Tu sais, tu aurais une station qui est plus avec du matériel, un autre. Fait que dans le fond, le produit final n'est pas nécessairement le même. Oui, c'est vrai que ça pourrait Tu être sais que bien. tu as la même résolution de problème avec des tables en salle de classe qui amènent l'élève, je ne sais pas, moi, des marqueurs avec du papier, un autre, c'est plus des rec and rec, un autre, c'est plus des cadres à 10 cases, puis juste, je sais pas, j'essaie juste de voir. Oui, ben j'aime l'idée. J'ai réfléchi. Merci. Si je peux un peu ajouter aussi, quand on parle beaucoup des centres de littératie en lecture, mais des centres mathématiques, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec mes élèves. Moi aussi, je suis au primaire, là, mais je suis au moyen. C'est différentes sections, puis ils n'ont pas nécessairement le même problème tout le temps à travailler. Ça veut dire qu'une journée, tu peux faire comme groupe 1 à centre 1, 2, 3, 4, 5, dépendamment qu'est-ce que tu fais, mais ils font une rotation. Fait que ça te permet de voir par petits groupes, comme toi, tu peux être à un groupe aussi, puis voir par petits groupes qu'est-ce que chaque élève sont capables de faire. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'aider là. Ben, c'est toutes des bonnes idées. Merci beaucoup. Puis Marie-Pierre, elle ajoute l'intégration avec d'autres matières, classe extérieure. Ça pourrait aussi, être. ouais. Ouais. Merci. Ouais, Euh, merci. Moi, j'avais une collègue avec qui je travaillais qui, en études sociales, avait, à la fin de l'unité, avait donné 3 choix à ses élèves pour l'évaluation finale. Donc, tu peux faire un test papier-crayon, tu peux faire un projet pour me montrer ce que tu sais, ce que tu as appris, ou on peut s'asseoir ensemble, puis tu viens me parler, puis on a une discussion ensemble. Donc, ça, c'était 3 manières différentes de se faire évaluer à la fin d'une unité ou à la fin d'une session, finalement. Fait que ça pourrait être ça aussi, ta différenciation, là. Je sais que toi, tu cherchais peut-être plus quelque chose pour le jour le jour, là, mais ouais. Je suis d'accord avec toi. La seule chose, c'est qu'à l'élémentaire, là, je vais venir avec des barrières. C'est juste l'autonomie chez les élèves. Des fois, c'est tellement difficile d'engager les élèves parce que, écoute, dans plusieurs de mes évaluations, j'avais justement une partie où est-ce que l'élève devait répondre à l'oral, mais veux pas, c'est des entrevues là, en première année, deuxième année, puis quand tu passes là, tes 20 élèves, hey, c'est du temps, là. Ouais, oh, oui. Mais je comprends qu'il doit y avoir une façon, tu sais, à un moment donné, j'avais commencé à utiliser ça, mais là, l'école a refusé parce qu'en tout cas, côté sécurité de l'élève, puis les enfants s'enregistraient, ce qui me permettait le soir d'écouter leurs réponses, mais c'est ça, c'est que c'est de trouver les outils qui peuvent te permettre de développer l'autonomie chez les élèves, mais j'adore l'idée, là. Mais c'est de savoir comment le rendre accessible chez les élèves de première, deuxième. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est un monde que je connais beaucoup moins. Ben, moi, je garde l'idée en tête parce que moi, je suis quand même au 3e cycle, là, fait que je pense que ça pourrait être faisable. Je vais mijoter tout ça. Merci beaucoup à tout le monde. OK. Oui, j'ai adoré, tu sais, Marie-Pierre qui arrive avec des barrières, c'est super. Comme cette activité-ci, ce qu'on aimerait, là, comme notre intention cachée, c'est vraiment que vous preniez ce genre d'activité-là, puis vous le vivez avec vos collègues à cause que c'est ça qu'on a besoin. Dans le fond, quand on arrive tout seul en salle de classe, puis on a toutes les belles pratiques qui proviennent de la recherche, puis on est là, puis on dit, ben ça ne fonctionne pas, ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Ben ça, c'est démotivant pour nous autres. Puis c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah, ben peut-être que ça ne s'applique pas
pour moi dans mon contexte, mais dans le fond, c'est faux. Ça s'applique, il faut juste le faire vivre à notre façon, dans notre contexte. Alors, c'est pour ça qu'on a notre plan de match ou notre plan de guerre contre les si et les oui mais. Alors, c'est super. Merci beaucoup. José, quel était ton but, ton objectif? Ben, mon but, c'était, moi, j'étais en 5e, là, ça fait plusieurs années que j'enseigne en 5e année. Puis, cette année, j'ai un groupe d'extrêmes. Mettons que j'ai des très, 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 très faibles, puis des très, 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 très forts. J'ai très peu de milieu. Le travail d'équipe, c'est quelque chose que je fais beaucoup en salle de classe, mais c'est un gros problème. Puis là, en parlant des HH tantôt, j'ai réalisé que j'avais, tu sais, je cherche le terme là, parce que moi aussi je suis fatiguée, là, mais comme je pensais qu'ils savaient comment écrire, comment travailler en équipe, puisque ça fait plusieurs années qu'ils sont à l'école. Puis avec le programme PAGE en maternelle jardin, bien, ils travaillent en équipe, puis ils font plein d'affaires en équipe. Fait que tu assumes qu'ils sont capables. Fait que là, je me suis mis comme but que j'étais pour modeler exactement comment on travaille en équipe, puis comment on partage nos idées, puis comment c'est ça, comment on arrive à faire un travail de groupe qui est travailler en équipe pour que ça se fasse bien, là. Puis moi, c'est toujours parce que je suis impliquée dans trop de choses, je pense, mais une de mes choses qui est difficile, c'est de trouver le temps pour le faire. Fait que ça, c'était une de mes oui, mais je vais-tu trouver le temps? Puis je me suis mis parce que je suis inscrite au 3e atelier. J'ai manqué le premier parce que je ne savais pas, là. Je me suis mis comme but de faire ça d'ici le 3e atelier, là. Fait que je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur comment trouver du temps? Je ne sais pas. C'est toujours ma contrainte, là. Je te comprends tellement parce que je me suis mis, moi aussi, le même objectif. Fait que oui, moi aussi, j'écoute. Oui, moi j'ai une idée, José. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vécu avec mes élèves. Ça, c'était en 9e année. Puis c'était la co-construction d'une grille d'HH. Puis je vous la présente. C'est pas rien de trop compliqué, mais je mettais un genre de continuum ici sur le HH collaboration. Puis je posais la question à mes élèves, tu sais, ça veut dire quoi un élève qui collabore pas bien? Puis là, c'est leur mot à eux. Donc, tu vois, même j'insulte les autres, c'était présent, là. Puis là, je disais, ben, l'autre côté de la médaille, je fais une part, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire un élève qui collabore bien? Puis là, on a établi ça ensemble, puis je l'ai imprimé, puis je l'ai mis partout dans la salle de classe. Fait qu'à chaque fois qu'on était en train de collaborer, puis on le faisait régulièrement, ben souvent, je me présentais à côté d'eux, puis j'avais pas besoin de rien dire. Juste ma présence provoquait un regard vers la grille qu'ils voyaient. Puis là, ils disaient, ah, OK, je suis pas en train d'accepter les idées des autres. OK, ils se corrigeaient eux-mêmes. Puis là, ça développait justement ce sentiment-là d'autonomie là-dedans aussi. Mais je le mettais à la fin d'un test aussi, de mes quiz, tout. Je le mettais partout. Puis je passais d'un HH à l'autre à travers les semaines. Puis moi, j'ai trouvé ça super gagnant avec mes élèves. Puis j'imagine que ça se vit à tous les niveaux. Ça, les mots vont changer, mais ça va être le même. Ça va être la même chose, là, dans le fond. Mais j'aime ça, comme nous, tu sais, on a la construction des critères, la co-construction qu'on fait, fait que ça, on le fait aussi, mais une fois que tes critères sont là, il y en a qui ne font pas quand même. Fait que, puis moi, j'ai commencé cette année aussi, ils font une auto-évaluation à tous les vendredis, puis là, on décide qu'est-ce qu'ils vont évaluer, puis chaque semaine, ils ont quelque chose à faire, en tout cas. Puis ça porte fruit, mais tu sais, je me questionne à savoir, est-ce qu'ils savent vraiment travailler en équipe? Parce que c'est vraiment comme ma première année où est-ce que c'est pourri, là, comme. Fait que c'est pour ça que, mais j'aime ça, tu sais, une fois que peut-être je modélise puis je leur montre ce à quoi je m'attends, on peut faire des critères, mais j'aime aussi le fait que c'était sur ton spectrum. Je pense que pour certains de mes élèves,
ils vont peut-être voir où je me situe. Des fois, tu leur demandes si t'es-tu un. Mais nous, on le fait plus avec les NSTE, c'est comme ça que ça fonctionne au conseil. Là. Fait que, comme ils savent comment le faire, mais s'ils le voient aussi sur une ligne, peut-être que quelqu'un, ça va venir chercher d'autres de mes élèves au lieu de juste la lettre. Ouais. Merci. Merci pour le partage. Si je peux renchérir aussi, peut-être un modelage gagnant, ce serait de le faire avec les élèves. Moi, j'appelais ça l'aquarium avec mes élèves. Donc, j'avais un groupe de 4-5 élèves qui étaient au centre de la classe. Les autres élèves étaient autour. Et puis, c'est seulement mon groupe dans l'aquarium qui parlait dans la salle de classe pour modeler c'est quoi le travail d'équipe. Puis, une façon aussi, ça paraît super banal, mais si c'est un travail là, qui exige un crayon ou peu importe, seulement un crayon par équipe. Comme ça, ton élève qui est un petit peu plus faible, excuse-moi le mot, ce n'est pas le mot approprié, là, que lui aussi va avoir la chance d'écrire, puis ça lui permet d'écouter aussi les autres, ce qu'ils ont à dire et vice-versa. Tu as ton élève aussi qui est plus fort, qui va tendance à partir à écrire tout ce qui lui passe sur la tête, mais ça le force à écouter les idées des autres aussi pour contribuer au travail. Donc, c'est peut-être 2 petites suggestions là, que tu pourrais peut-être mettre en salle de classe pour aider. Je sais que j'étais en première, deuxième, là, mais j'imagine que ça peut s'appliquer là, chez les niveaux plus élevés. Oui, mais je suis en train de penser parce que je fais probablement 90% de mon travail à l'ordi. Il y a très peu de papier et crayon dans ma classe, sauf en maths à peu près. Là. Mais l'idée d'avoir juste un ordi où que tous les élèves aient l'ordi puis qu'ils se passent l'ordi à la place, peut-être que c'est une bonne stratégie aussi. Là, parce que c'est vrai que souvent, il y en a qui sont en train de faire autre chose quand ils devraient. En tout cas. Ah, mais merci. J'ai pris des notes. Là, fait que c'est super gentil. Merci beaucoup. Il va nous rester, toi puis moi, Alexandre, à trouver le temps pour le faire parce que là, on a les idées. Oui, une chose que je me suis souvenu que je faisais avant la pandémie, en début d'année, justement, pour leur montrer l'importance du travail d'équipe, je leur faisais faire, sûrement que vous connaissez l'expérience, de construire la plus haute tour possible avec des spaghettis crus puis une guimauve, là, puis un bout de tape. Donc là, ils devaient, en équipe de 3-4, faire la plus haute tour possible pour que la guimauve tienne au bout. Puis là, après ça, ça marche. Beaucoup d'équipes, ça ne marchait pas, puis ça cassait, puis ça tombait, etc. Puis là, après ça, on faisait un genre de petit retour là-dessus. Puis, OK, pourquoi ça n'a pas marché dans votre équipe? Ah, ben là, lui, il n'écoutait pas, puis OK. Donc là, en leur faisant vivre, des fois, une petite expérience comme ça, qui est très inoffensive, parce que c'est vraiment pas basé sur les habiletés en salle de classe et les habiletés scolaires, si on veut, c'est construire une tour en spaghetti, il n'y a personne qui est spécialiste là-dedans. Ça les amène à réfléchir sur l'importance du travail d'équipe, de l'écoute, de la communication, puis un paquet d'autres HH finalement. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voulait nous partager leur... Oui, Faiza. Oui. Faiza. Oui, bonsoir. Moi, mon but cette année, c'est le codage. Donc, j'aimerais bien introduire cela et mon perfectionner en codage. Euh, j'ai contacté un organisme à Montréal. Ils encouragent les écoles à créer des clubs de codage. Et puis, j'ai discuté avec la direction et comme j'enseigne les apprenants en français, donc j'ai discuté avec la direction et un enseignant à l'école qui enseigne une classe double, 3 à 4, donc pour faire le projet. Et je me suis embarquée, je n'ai pas assez de connaissances en codage, mais je voudrais me perfectionner et pourquoi pas aider les autres enseignants à faire ceci et l'intégrer dans les autres matières. Et je ne vous cache pas, j'ai inscrit ma fille, elle est en 3e année école primaire, et puis je l'ai inscrit cours en ligne de Coda Scratch, et je suis en train d'apprendre avec elle en même temps. Alors, chaque fois qu'elle a un cours, je m'assois à côté d'elle, elle apprend, je prends des notes. Et voici, je vois que la programmation, le codage, ça va entrer beaucoup dans toutes les matières, dans toutes les disciplines. Déjà, on voit dans les curriculums de maths, dans les sciences. Et quand on est en 20e siècle,
Et puis, donc, les élèves, ils sont plus créatifs et c'est des choses qu'on peut les embarquer et les motiver. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est mon objectif et j'aimerais aller loin. C'est bien. Merci. Euh, Merci. Est-ce que vous avez déjà pensé, parce que là, ça va être nouveau, sans doute quelque chose qui est nouveau pour plusieurs de vos élèves. Donc, est-ce que vous avez pensé peut-être au genre de tâche qui serait une tâche accessible à tout le C'est monde, ça, comme je suis en train d'apprendre et j'applique au fur et à mesure. Donc, chaque semaine, on a décidé, même avec l'organisme là qu'on a discuté, ils nous ont fait une formation pour comme 2 heures. Donc, ils nous ont encouragé de commencer pas à pas. On commence avec le Scratch. Et puis, après ça, on va faire Microbit et à partir de janvier, on fera un projet. Donc, comme je viens de dire, je suis en train d'apprendre avec ma fille là et j'entre dans les sites, voir des vidéos sur YouTube. Et chaque semaine, je fais une leçon aux élèves là. C'est moi-même qui introduis, je fais les choses pas à pas et ça avance. J'espère que ça va aller loin. C'est puis ça, c'est un défi pour moi. est-ce que vous voyez des barrières à l'horizon? Euh, c'est moi, parfois je me dis, est-ce que je peux aller au bout? Est-ce que je vais réussir? C'est moi-même qui me pose des questions, mais j'essaye d'avancer et pas reculer. OK. Donc, les barrières présentement sont plus par rapport à vos connaissances. C'est ça, c'est OK. moi. C'est ça. C'est ça. Mais, vous avez la motivation, donc tout est possible. Donc, vraiment, bonne chance avec ça. C'est ça. Et Euh, quand je vois les élèves, chaque fois que je leur apprends quelque chose de nouveau, ils sont excités. Waouh, ça marche, il fait la musique. Ça me motive encore plus. ouais. Ben, C'est ce qui est ça. le fun avec le codage comme ça, c'est que l'élève a la rétroaction comme presque automatiquement. Tu sais, comme si tu fais un bon code, tu as t'as C'est la ça. rétroaction. Donc, c'est ça qui est gratifiant pour les élèves. Ils ont vraiment le sentiment de compétence parce qu'ils se sentent comme s'ils ont vraiment un impact sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense que en tout cas, bonne chance avec ça. Puis, oui, c'est pas les ressources qui manquent. Donc, ouais. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager? Donc, on va passer on va commencer la conclusion de l'atelier. Donc, maintenant qu'on approche à notre fin, on a vu que la motivation avait de multiples facteurs. On a parlé toute la soirée du besoin d'autonomie, le besoin de compétences, puis le besoin de connexion. Donc, notre fameux triangle. Donc, vraiment, gardez ça en tête lorsque vous allez penser à des tâches, penser à des leçons pour vos élèves. Puis, on a discuté de moyens efficaces pour développer la motivation des élèves. Donc, Martin nous parlait justement d'enseigner la neuroplasticité. Allez voir ces ressources-là. Puis, ça donne bien parce que le prochain atelier, le 23 novembre, dans pas tout à fait un mois, comment les principes de la neuroscience peuvent être appliqués en éducation. Donc, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Ça va être très le fun. Et Martin? Oui, fait que, c'est ça, on vous propose certaines choses en asynchrone. Donc, l'idée ici, comme on l'a mentionné au début de l'atelier, notre mission, c'est de créer une communauté d'apprenants. Donc, on se retrouve tu sais, à chaque atelier, puis qu'on réfléchisse ensemble, mais on veut aussi soutenir votre apprentissage entre les ateliers. Donc, on vous propose justement une vidéo que j'aime beaucoup. En fait, c'est de Steve Masson qui nous parle de la motivation puis des autres pratiques justement qui peuvent en découler. Donc, on vous propose celle-là. Et puis, on vous propose aussi une discussion, quelque chose qui s'appelle un Twitter chat qu'on a essayé à plusieurs reprises jusqu'à date et qui fonctionne et qui permet justement un développement professionnel. Nous autres, on essaye avec un certain hashtag lecture édu. Donc, c'est un sujet de conversation sur Twitter. Lorsqu'on met ce hashtag-là sur Twitter, tu peux voir uniquement des gazouillis en lien avec ça. Donc,
on propose justement une conversation sur Twitter par rapport à cette vidéo-là de Steve Masson. Donc, nous autres, Alex et moi, on va préparer des questions pour provoquer la réflexion et on vous pose ça sur Twitter. Les gens participent. Tu peux interagir avec, questionner d'autres. D'autres peuvent te questionner. Tu peux voir les réponses aux autres par rapport à ça. Donc, ça se passe pendant à peu près 1 heure. On a 5 questions. À chaque 10 minutes, on envoie une nouvelle question. Fait qu'on vous propose ça le 16 novembre, justement pour, comme tremplin à notre 3e atelier qui est sur la neuroscience. Et c'est le 16 novembre, ça va être à 19h30? Oui, 19h30, c'est ça. 19h30. Donc, vous avez besoin d'un compte Twitter, ça se fait très facilement, puis ensuite, explorer, vous allez connecter avec du monde de partout dans le monde, ça va devenir super excitant. Et pour finir, on vous a mis quelques ressources à la fin. Supporting Students Motivation, c'est un livre que j'ai découvert en montant l'atelier avec Martin. J'ai vraiment hâte de le commander parce qu'il a de l'air super pratico-pratique. Et un des auteurs, c'est M. Richard Ryan, qui est une des sommités en motivation avec M. DC. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce livre-là. Et on a le site de Center for Self-Determination Theory, qui regroupe des chercheurs de partout dans le monde, même plusieurs du Québec, de l'Ontario. Et notre collègue, Steve Masson, qui nous parle de comprendre le cerveau, favoriser la motivation. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous en cette soirée grise d'automne, d'avoir trouvé la motivation d'avoir été là. Donc, merci beaucoup, on apprécie beaucoup. N'oubliez pas de remplir le formulaire de rétroaction que Martin va sans doute mettre dans le chat. Ah, c'est déjà fait. Donc, n'oubliez pas. Merci d'avoir été là et on se dit au mois prochain. Au 23 novembre. Yes. Merci beaucoup. À vous. Et moi, je prends 2 secondes pour premièrement vous remercier, chers animateurs, formateurs et puis les gens qui ont participé ce soir. Je termine l'enregistrement à l'instant.